Il suffit le travail d'une marche par le nombre de marches. Donc en fait, ce que vous voyez, c'est uniquement... Ce qui compte, c'est uniquement le dénivelé vertical, si vous voulez. Le fait que vous ayez un mouvement horizontal entre les deux, comme la force est perpendiculaire au mouvement, elle ne travaille pas du tout dans cette partie. Ok, alors ça peut paraître étonnant et c'est un paradoxe qu'on va revoir plus loin. C'est-à-dire qu'une force qui est proportionnelle au mouvement, même si vous avez l'impression qu'elle est là, la force, mais elle ne travaille pas. D'accord? Alors, pour la force fournie par la pesanteur, ben c'est simplement moins le travail fourni par l'homme. D'accord? Il y en a un qui fournit un travail positif et un qui fournit un travail négatif. Hmm? C'est-à-dire? Ah ben en fait, ça c'est un peu un référentiel, ça dépend comment vous le prenez. Il y en a un qui est positif, un qui est négatif. Pour moi, l'homme, il fournit un travail dans la mesure où ben, quand vous êtes en haut, vous êtes essoufflé. Quoi. Donc vous fournissez un travail. Si la pesanteur empêche le mouvement. Donc, ça, ces termes de fournir ou recevoir, c'est toujours un truc qui m'a un peu. Si vous voulez, c'est relatif. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est positif, un qui est négatif. Si vous voulez. Ouais, dans l'absolu, vous ne savez pas lequel est pour faire. Moi, j'ai jamais su lequel est positif, lequel est négatif. Ce que je sais, c'est qu'elles sont opposées. Alors, par contre, la puissance développée dans l'effort. Alors, la puissance développée dans l'effort. La puissance, vous savez ce que c'est F fois V. Ok? C'est ça. Donc ça, c'est la définition de la puissance. Hein. Ok, donc ça, il faut le savoir. On s'en est déjà servi. La puissance, c'est F fois V. Donc, vous savez qu'il va monter ses marches. Alors, on vous dit qu'il monte en 2 secondes un escalier de 3 mètres. Ok. Donc, vous savez sa vitesse et la force. Vous la connaissez, puisque la force, il fait 70 kg et il le monte. Donc, sa force, vous la connaissez. F, c'est simplement égal à mg. Et la vitesse, c'est simplement la hauteur divisée par le temps. D'accord? Donc, vous obtenez simplement que la puissance, c'est F fois H divisé par T. Ok? Et vous obtenez, alors j'ai plus le calcul sous la main. 2000, pardon 2060 sur 2, ce qui doit bien faire 1030 watts. La puissance et le travail divisé par le temps, ça marche ou c'est pas la même chose? Si, c'est la même chose. Est-ce que ça donne le même résultat? Au moins, j'ai pas fait le calcul numérique. C'est la même chose. Alors, effectivement, il faisait une remarque intéressante. On peut dire aussi que c'est le travail divisé par le temps. C'est strictement la même chose. Alors, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que cette chose-là, cette définition-là, elle est valide si vous avez un travail. Ça, c'est une définition instantanée, si vous voulez. Ça, c'est pas une définition instantanée. D'accord. Ça, il se trouve que là, ça marche parce qu'en fait, vous avez un travail qui est constant lors de la course. Vous pouvez prendre le travail en 1, travailler en 2 et diviser. Là, vous avez une définition qui est instantanée tout le long de la course. C'est la seule différence. Enfin, maintenant, alors c'est là qu'apparaît le paradoxe dont je vous parlais, auquel il faut bien faire bien attention. On a un gars qui est en train de soulever une chaise de 2 kg à 1 mètre du sol. Et puis, après, il la fournit, il la maintient en l'air pendant 2 minutes. Donc, première chose, il soulève une chaise. Donc, il soulève une chaise.
Donc le travail, c'est mg fois la hauteur qu'on va appeler h. D'accord? Bon, ça fait... excusez-moi, j'ai la manie de ne pas donner les valeurs numériques, parce que je trouve que vous pouvez les faire à la main. Mais on va la donner, celle-là, ça fait 2 fois 10 fois à 2 mètres du sol, c'est ça? Elle fait 2 kilos et elle est à 2 mètres du sol. Donc ça doit faire 40, ça doit faire 40 joules, ça. Les valeurs numériques, si vous les voulez, on les calcule, hein, vous me le dites. Vous avez calculé, vous? Ouais. Ça fait 40 joules. Bon, ça c'est facile, c'est tout bête. Hein. Ce qu'on voulait faire, c'est vous faire comparer avec la chose suivante. Il la tient en l'air pendant... Il la tient en l'air. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas oublier la définition du travail. C'est que le travail, la définition, c'est que c'est F scalaire dl. Ok? Donc s'il n'avance pas, le bonhomme, dl est égal à 0. D'accord? Donc quand vous tenez une chaise en l'air, le travail est égal à 0. Donc ça, c'est un des paradoxes du truc. C'est que si vous avez un système en l'air et que vous n'avez pas... vous ne faites rien, vous n'avancez pas, vous faites rien, le fait de tenir mon micro en l'air comme ça, j'ai pas de travail. Ma force ne travaille pas. Ce qui paraît contradictoire, hein, parce que j'ai quand même mon muscle qui chauffe, hein, mais pour autant la force ne travaille pas. Ok? C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et alors, autre chose que je veux... Alors là, c'est pas dans l'exercice, mais je vais vous montrer quand même, c'est que si maintenant, il va faire un mouvement horizontal, vous voyez, il balade sa chaise comme ça. Alors, je dessine super mal. Hein. Enfin, il balade sa chaise comme ça à bout de bras. Vous avez F scalaire dl qui est égal à 0. Donc, à nouveau, le travail est nul. Alors que c'est super dur de balader une chaise à bout de bras comme ça. Mais comme le F scalaire dl est nul, eh bien, à nouveau, on n'a pas du tout de travail de la force, alors qu'on est en train d'enchaîner comme un con pour essayer de bouger la chaise comme ça. Mais le travail est bien nul. D'accord? Bon, alors ça, vous le sentez, c'est pour ça que l'invention de la carriole et de la charrette est vachement intéressant, parce que quand vous tirez une charrette, le poids que vous mettez dessus ne travaille pas. C'est pour ça que vous pouvez en mettre beaucoup plus que sur un cheval tout seul. Même c'est vrai pour vous, un sac à dos, vous mettez 30 kg, vous êtes à fond. Quoi. Tandis que vous mettez 30 kg sur un caddie Carrefour, vous mettez tant que vous voulez. Quoi. Bon, il y a l'aspect de la roue aussi, mais même sans roue, vous pouvez tirer beaucoup plus que vous pouvez porter. D'accord. Alors ils disent comparer avec les 100 watts en moyenne que nous dissipons en permanence. Alors il se trouve que 100 watts qu'on dissipe en permanence, alors il est un peu optimiste. Il n'a pas dit... si je pense qu'il ne veut pas être cette puissance. C'est-à-dire que, en fait, si on lève une chaise, si on lève la chaise, on dépense 1030 watts pour lever la chaise. 100 watts, c'est vraiment le minimum. C'est ce que vous faites quand vous ne faites rien du tout. C'est-à-dire que là, vous êtes à plus de 100 watts. Donc 100 watts en permanence. 100 watts en permanence. Alors, le problème, c'est combien de temps il faut? Il n'a pas dit ça. Et nous, on a 100 watts en permanence. Alors, je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est 100 watts pendant une journée. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. La question n'est pas très claire. Donc, on a 100 watts pendant 24 heures et 3600 secondes. Là, j'invente un peu parce que je comprends pas très bien la question. C'est ça la question? Ah bah, ils disent d'accord, ils disent comparer avec les 100 watts que nous consommons en permanence. Donc, je pense qu'il l'a enlevé. Claire, cette question. Donc on va juste se faire quand même combien on consomme par jour de joules. C'est une information pas idiote à avoir quand même.
Ouais, en fait, au repos, on consomme 8 mégajoules par jour. Ouais. Si je peux revenir, voilà. Donc, au repos, on consomme 8 mégajoules par jour. Voilà, ça c'est la consommation en moyenne d'un homme. 8 mégajoules par jour. Voilà. Donc il faut qu'on ingère au moins l'équivalent de 8 mégajoules pour travailler. Donc si on le transfère en calories, une calorie c'est 4,18 kilojoules. Donc alors 4,18 kilojoules. 4,18. Ouais, ça fait 2000 joules, 2000 calories. C'est ça, hein? Mais là, on parle du truc de base. Hein. C'est-à-dire que faut pas imaginer faire un marathon avec ça. Hein. Là, c'est pour un sédentaire qui fait que réfléchir. Encore que le cerveau, ça bouge pas mal quand même. Hein. Voilà. Alors, l'autre que j'avais demandé de faire, c'est quoi c'était le 5, combien le... Ah, la pêche au saumon. Ah, il est marrant, la pêche au saumon. 5-8, donc c'était la pêche au saumon. La pêche au saumon. Alors, 5, 6, 7, 8. 6, 6. C'est que j'ai foutu la pêche au saumon, moi. Je vais retrouver le nom. Ouais, la pêche au saumon. Ça, il est fun. Donc, la pêche au saumon. La pêche au saumon. Alors c'est un exercice marrant parce qu'en gros, c'est est-ce qu'on a besoin d'une corde qui résiste plus ou moins selon qu'elle est élastique ou qu'elle n'est pas élastique. Donc c'est un problème qui n'est pas évident parce que si on vous dit ça, vous avez le même problème avec les cordes d'escalade. Hein. Si vous tombez, est-ce que vous aurez besoin d'une corde plus forte si elle est élastique ou si elle n'est pas élastique. Alors de toute façon, il faut une corde élastique parce qu'on l'a vu, si elle n'est pas élastique, on se tue. Mais c'est la corde élastique, combien il faudra prévoir qu'elle résiste. Donc ça, c'est une question intéressante. Donc la pêche au saumon, c'est le même problème. Alors, calculer la valeur du travail nécessaire pour arrêter le saumon. D'accord? Bon, ben ça, c'est pas compliqué. La première question, on va utiliser la chose la plus bête qui existe, c'est-à-dire le théorème de l'énergie cinétique qui vous dit que delta EC est égal à 0. Et alors on vous dit quelque chose sur le saumon quelque part. Un saumon de masse 10 kg, il va à 3 mètres par seconde. C'est beaucoup pas pour un saumon, je sais pas. C'est une belle bête déjà. Et il nage à vitesse de 3 mètres par seconde et on l'immobilise. Et voilà, je crois le théorème de l'énergie cinétique qui va nous dire que c'est la somme des travaux des forces. Non, delta EC n'est pas égal à 0, c'est égal au travail des forces. Ok? Donc, ça nous fait que 1 demi de MV2 moins 0 est égal au travail, quoi. Et on trouve que W est égal, il y en a un qui l'a fait, non, je le fais. Alors, allons-y. Oh ben 5 fois 3 au carré, je dois y arriver quand même. C'est ça, hein. C'est 3 au carré, ça fait 9. 5 fois 9, ça fait combien? 5 fois 10, ça fait 50, donc ça fait 45. Voilà. 45 joules, ça c'est la première question. Déterminer la résistance nécessaire en supposant que la tension sur les forces exercées par le saumon sur le fil est constante.
Bon, alors là, en fait, cet exercice, il vous dit simplement d'utiliser deux définitions de la même chose. Ok, ça veut dire qu'il vous dit d'utiliser la deuxième définition du travail, qui est que le travail, c'est la force. Alors, on va dire simple, je vais quand même vous prendre la vraie définition. C'est l'intégrale de F fois dl. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est simplement F. C'est F fois L. C'est L hein, qui note, bon, on va dire que c'est F fois L. Il n'y a plus de vecteur. L, c'est la distance d'arrêt. De notre petit saumon. Ok. C'est la définition du travail, vous êtes d'accord avec moi? Donc, on a deux définitions du travail, là. D'accord. Ben, il suffit de les égaliser. Hein. C'est cette partie-là qui va être un petit peu différente. D'accord. Pourquoi? Parce que le f scalaire dl, vous voyez que cette expression-là, l'intégrale de f dl, ça devient fl. Pourquoi? Parce que dans l'intégrale, donc ça je vais vous le montrer tout simplement. Donc on va le faire comme ça. Un stylet qui marche plus bien. Ça devient ça parce qu'à un moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait FDL. J'ai écrit que c'est F intégrale de DL. Et donc ça devient FL. D'accord? Donc techniquement, c'est pour ça que j'obtiens simplement FL. Alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, comme j'ai un ressort, donc j'ai quelque chose, une force qui dépend elle-même de L, de X, je ne vais pas pouvoir faire ça. Donc je vais avoir une formule un petit peu plus compliquée parce que ce coup-ci, je ne peux pas sortir le DL de mon expression. Donc j'ai quelque chose d'avoir un peu plus compliqué. C'est pas très compliqué, mais je vais avoir quelque chose d'un peu plus compliqué. Parce que j'ai un ressort. Alors regardez bien ce qui se passe. Donc ce qu'on obtient, que la force fois la distance est égale à 1,5 de mv2, si vous voulez. Et vous obtenez directement que la force, c'est 1 sur 2L fois mv2. Donc on a vu que mv2, ça fait 45. 45 divisé par 20, ça fait je sais pas combien ça par contre. Allez. On va le faire. Avec... Voilà, donc ça c'était simplement basé sur la force c'est F fois dl, et une fois sur le théorème de l'énergie cinétique, et je trouve 2,25, c'est ça? Vous êtes d'accord avec moi? C'est 20 mètres. Ouais. Ah merde, 20 cm. Exact, donc on trouve 100 fois plus, 100 fois, donc ça fait 225. Ouais, 20 mètres, ça fait beaucoup. 20 cm, ils arrêtent vite quand même son saumon. 20 cm, il arrête vite sa bête. Hein, parce qu'un saumon de 10 kg, on l'arrête pas, à mon avis. Enfin, bon, je veux pas être pessimiste. Un saumon de 10 kg, il l'arrête pas en 20 cm, à mon avis. Bon, 20 mètres, c'était long, mais 20 cm, c'est cool. Voilà. C'est bon. Alors, maintenant, nous allons passer sur la corde avec un truc qui est proportionnel à l'étirement du fil. Donc ce qu'on va faire, on va toujours garder la partie du théorème de l'énergie cinétique, ça c'est toujours vrai, on va garder cette partie-là. Par contre, quand j'ai un ressort, j'écris simplement que... Alors on va se mettre en X en tant qu'à faire. Quand on a un ressort, j'écris simplement que le travail, c'est l'intégrale de f dx. Alors je mets dx parce que vous allez voir sur les ressorts, on prend plutôt dx en général. Mais j'écris que ce travail, maintenant, c'est l'intégrale de kx. Kx, c'est la force d'un ressort, dx. D'accord? Puisque vous savez qu'un ressort,
Il est tellement mal dessiné que vous n'avez pas en sorte que ça ressort. Voilà, ça va. Il a une force qui est en kx. Ok, alors les signes, on verra plus tard, parce que ça dépend s'il est allongé ou comprimé. Bon, essentiellement une force qui est en kx. Donc maintenant, vous voyez que cette force-là, je ne peux plus la sortir de l'intégrale. Je peux sortir le k à la limite, mais je ne peux pas sortir le x. Donc je ne peux pas sortir la force et je ne vais pas obtenir un truc qui est proportionnel à x. Si je continue le calcul, je vais apercevoir simplement que c'est un k, facteur de l'intégrale en x0 et x1 par exemple, de x dx. Et ça me fait simplement k sur 2, facteur de x1 au carré, moins x2 au carré. D'accord? C'est cette intégrale qui est très simple. Donc vous voyez que ça, ce truc-là, c'est fondamentalement différent de L, différent de L, parce que L, c'était L1 moins L0, ou L1 moins L2, si vous voulez. D'accord? Vous voyez que L1 moins L2, c'est différent de L à carré moins L2 carré, fondamentalement. Donc quand on met un ressort, on obtient des choses un tout petit peu différentes. Ouais, parce qu'on n'a pas une constante. Alors, dans notre cas ici, il faut faire attention à ce qu'on prend pour x1 et pour x2. Dans notre cas ici, on va prendre que x1, c'est le moment où le saumon mort. D'accord? Donc on prend x1 égale 0. Et puis x2, c'est le moment où il s'arrête. Donc on prend x2 égale L. D'accord? Alors il faut faire vachement gaffe, on prend x1 et x2 parce que vous voyez... Parce que vous voyez que quand vous avez un truc qui est linéaire, que vous preniez L1 et L2 n'importe où, vous avez la même pente. D'accord? Donc vous aurez toujours la même différence ici. Par contre, quand vous avez un truc comme ça, selon vous prenez x1 et x2, c'est pas la même soupe ici. D'accord? Donc il faut faire attention de où part votre ressort. Donc ici, on prend x1 égale 0 parce que votre ressort, il part bien de 0. Au moment où le poisson il touche la ligne, le ressort commence à s'étirer. Il ne part pas déjà étiré. Donc c'est pour ça qu'on prend bien x1 égale 0 et x2 égale la longueur de l'étirement. Ça pourrait ne pas être le cas dans notre truc. Donc c'est bien important d'identifier x1 et x2. Okay. Qu'est-ce que vous faites au fond avec votre téléphone là? Vous me le rangez dans votre sac s'il vous plaît. Hein? Vous me le rangez votre téléphone. Voilà. Donc une fois, alors ça c'est quand même important de bien le comprendre, hein, que dans les partiels, si ça sort, je vois pas, dans les examens, si ça sort, je vois pas des gens qui intègrent ça violemment, d'accord? Ah ben, je l'ai pas marqué tout à l'heure. Ici 225 newtons sur les deux façons d'écrire le travail de la force. Donc une fois c'est simplement là, c'est assez facile. Hein. Vous avez simplement le W qui est égal à 1,5 de LV2 qui est égal à K sur 2 x2 carré moins x1 carré. Et on a dit que celui-là, on le prenait à 0. On a dit que celui-là était égal à L, donc l'arrêt du poisson. C'est tout ce qu'on a. On cherche quoi déjà? On cherche L, c'est ça? C'est L qu'on cherche?
C'est K qu'on cherche. D'accord. Donc vous trouvez K. Bon, les 1,5 ils sont ronds, je pense que ça vous avez vu. Donc vous avez K qui est égal à MV carré sur L au carré. Et c'est tout ce que vous avez en fait. Ça change en interne. Tout à l'heure, on avait... Puis après, je crois qu'on cherche la force aussi. Voilà, donc ça, c'est pour K. Alors, on peut chercher l'expression numérique de ça. LV carré, on l'avait 9. L carré, c'est la même chose divisé par 0,2. Tout à l'heure, on avait un V carré sur 0,2. Donc, on va voir ce que ça fait. Attendez. Là, c'est un peu compliqué parce que vous ne pouvez pas avoir la force directement pour la raison qu'on a dit. Ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est ce qu'on avait écrit que F... La dernière fois, donc la fois précédente, on a... Précédemment, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait écrit que F fois DL était égal à W, donc que F était égal à W sur DL. Mais ça, on ne peut plus le faire. Pourquoi? Parce que ça, c'est faux. Ce truc-là, en fait, la force, donc c'est un truc qui varie en FDL, donc c'est la force, c'est un truc, la force, c'est un truc qui varie en KX, d'accord? Donc la force, elle est maximale. Allez, machin. Donc la force, elle varie en KX, donc la force, elle est maximale pour X max, ce qui est complètement logique, parce qu'en fait, la force, elle est maximale quand le poisson est le plus loin possible. C'est complètement logique, en fait. C'est logique. Donc F max, c'est F c'est égal à K fois L. Et on trouve dans ce cas-là, donc K, on a dit que c'est 2 10 moins 3 fois L. Et à ce moment-là, on va trouver ça, c'est une force. C'est pour ça qu'elle est en Newton. Donc, si on compare avec la force précédente, où on aperçoit qu'avec une corde qui est élastique, on a une force maximale qui est très supérieure à la force max pour une corde raide. Il faut une raide, on tire mieux le saumon qu'une élastique. C'est normal. Hein? Avec une raide, on tire mieux le saumon qu'avec une élastique. Ouais. Ouais. Sauf que c'est plus long, c'est plus dur à l'arrêter parce qu'on a la force d'un coup. Parce que là, on a la force progressivement, quoi. Là, on a la force d'un coup, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un intérêt à avoir la force progressivement. D'ailleurs, c'est pour ça, je me suis longtemps posé la question quand on mettait les trucs au plafond, enfin au sol, on met des ressorts pour les hamacs ou les trucs comme ça. Alors, bon, d'abord, c'est pour jouer, c'est sympa de se pendre comme ça, mais il y a un autre intérêt. C'est que si vous calculez, c'est exactement, vous savez le problème du casque et de l'accélération quand on tape sur un mur, vous avez fait ça, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que si vous pendez et que le gars il s'assoit dans son hamac, le fait d'avoir un ressort, ça lui permet d'avoir une accélération moins forte. Parce que le gars il va arriver, il s'assoit doucement sur son hamac, il arrive à 0 en un temps assez long. Donc l'accélération est beaucoup moins forte. Donc ça tire beaucoup moins sur la cheville qui est là-haut. D'accord? Si là il n'a pas de cheville, il s'assoit, paf, il se prend une accélération super forte sur le crochet là-haut, et ça peut le décrocher. Là, le saumon, c'est la même chose. Quand vous avez une accélération, si vous l'arrêtez d'un coup, vous prenez paf, toute la force du saumon dans les bras. Là, vous l'arrêtez doucement, ce qui fait qu'effectivement, vous aurez une force plus forte à la fin, et vous aurez une accélération beaucoup moins forte au moment où il s'accroche. Et ça parce que l'accélération, c'est elle qui va vous faire péter la file. D'accord? Ça fait que là, vous allez moins péter le fil parce que vous aurez 445 newtons à la fin, ce qui est plus grand que le départ. Par contre, au moment où vous allez ferrer le poisson, vous aurez l'accélération, donc une force qui est beaucoup moins grande.
Sinon, vous pouvez péter votre corde tout simplement parce que vous allez l'arrêter d'un coup et tac. D'ailleurs, si vous voulez péter une file qui tourne le plafond, vous sautez. Vous sautez, vous attrapez le fil et paf, vous allez le péter. Là, c'est exactement ce qui se passe si vous avez une corde raide. Donc ça peut être quand même intéressant d'avoir un système comme ça. Voilà pourquoi. Donc on ne bouillez pas. Hop, si vous allez voir là. Voilà. Donc l'exercice, l'exercice 10, pardon. Il vous fait revoir deux choses, c'est-à-dire la partie tremplin qui est facile, et puis la partie parabole. Donc entre A et B, d'abord, on vous demande ce qui se passe. Pour ça, on peut utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Hein. Donc le théorème de l'énergie cinétique, il vous dit que EC en B moins EC en A, c'est égal aux sommes des travaux des forces. Alors faites attention quand même que... non, ça marche de toute façon. Ici, c'est facile à appliquer parce que la seule force qui existe, c'est le poids. D'accord. Donc le poids, comment il a travaillé? Simplement, si on fait un dessin, on s'aperçoit que le poids, il est comme ça. Et il est descendu sur une distance, alors sur cette distance-là. Alors on vous donne la longueur AB ici, et puis l'angle ici, on vous donne l'angle alpha. Donc il est descendu sur cette hauteur-là. Ça, c'est une hauteur qui fait sinus alpha, qui fait AB sinus alpha. Donc ça entraîne que le travail de P entre A et B, c'est simplement mg sinus alpha. D'accord. Ouais, c'est bon. Donc vous avez simplement que 1 demi de mvb carré est égal à mg sinus alpha, mg ab sinus alpha bien sûr. Alors les m se simplifient comme d'habitude et vous obtenez que vb est égal à 2 est égal à 2g ab sinus alpha avec c'est tout, une racine carrée. Ok. Alors est-ce que c'est bien homogène cette histoire? Oui, c'est homogène. Donc ça doit être bon. Quand alpha est égal à 0, ça tend vers 0. Donc c'est cohérent. Là, c'est bien homogène. Un G fois une longueur, c'est bien. Racine de G fois une longueur, c'est bien une vitesse. Sinus alpha, c'est sans dimension. Sinus alpha égale 0, on trouve V égale 0, ce qui est cohérent. Bien. Donc elle arrive en B avec une certaine vitesse et ensuite elle le part tout droit et ensuite elle fait un saut en C. Et on vous dit quelle valeur de H à H fixée, la distance horizontale du saut est telle maximale. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'en fait, on va ignorer ce qui se passe en B, on va simplement regarder ce qui se passe après B. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, on a 6 en tremplin, d'accord, qui a une hauteur H. Qui a une hauteur H. Et elle sort avec une vitesse VB qui est horizontale. La seule force qui va s'exercer sur elle, d'accord. Alors ce qu'elle va faire comme mouvement, c'est ça essentiellement. Elle va faire une parabole vers le bas. Et là, le maximum de la parabole, c'est là où elle est, d'accord, parce que c'est horizontal. Donc elle va faire une parabole, ça vous le savez. Puis ici, elle est là. La seule force qui s'exerce sur elle, c'est son poids, c'est mg.
Alors évidemment, il y a une remarque qui m'a été faite qui est intéressante, c'est qu'il faut qu'elle aille le plus vite possible en VB pour taper le plus loin possible ici. Alors on va appeler cette distance petit d si vous voulez. D'accord? Alors je dis que si on était à petit h fixe, la remarque serait juste. Si on est à petit h fixe, il faut qu'elle arrive le plus vite possible en ce point-là pour aller le plus loin possible. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas à petit h fixe et on cherche les conditions pour qu'elle aille le plus loin possible. Et en particulier, ce à quoi il faut faire attention, c'est que si on est à petit h fixe, si on fait varier petit h, elle sort plus ou moins vite de son système, mais elle part de plus ou moins haut aussi. D'accord? Donc la question, c'est de dire à un moment, si je remonte ce point-là, d'accord, dans mon système, parce que n'oubliez pas que mon système, il est comme ça, il est foutu comme ça quand même. Hein, il est foutu que derrière, alors est-ce que je vais arriver à faire un triangle? Ouais, normalement je vais y arriver. Ouais, c'est beau. Donc normalement, elle part d'un point grand H qui est là. Elle part d'un point grand H qui est là. Mais tu veux pas donner mon point, toi? Elle part d'un point grand H qui est là. Mais attends, qu'est-ce qui me fait ce truc? Donc je vais vous remettre mon triangle. Le problème avec ma tablette, je sais pas pourquoi, je crois que c'est la pointe qui est un peu usée. Voilà. Donc elle part d'un point. Elle part d'un point H qui est ici. D'accord? Donc elle part en fait d'un point H qui est là. Donc vous voyez qu'en fait elle glisse sur cette pente-là. Et ce qui se passe, c'est que plus je vais remonter mon point H, plus elle va arriver lentement ici. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle a intérêt à arriver lentement, mais à sauter de haut, ou est-ce qu'elle a intérêt à arriver vite, mais à sauter de plus bas? Toute la question, elle est là. Et c'est pas une question aussi simple que ça à répondre. Pas une question aussi simple que ça à aborder. Donc, ce qu'on sait, c'est... Alors, je vais vous remettre vite fait les... Parce que ici, j'ai une expression de VB carré qui me fait... qui m'exprime en fonction d'une constante 2GAB fois sinus alpha. Donc ici, je peux me débarrasser de VB carré, d'accord? Donc ça me fait 2. On avait... donc vous écrivez que X... Ici, on a écrit en fonction de AB, AB cos alpha, mais AB cos alpha, c'est simplement grand H ici. D'accord? Simplement cette grandeur. L'équation de la cinématique pour ça. Donc je vous rappelle on part d'accélération qui a pour composante 0 moins g. On en retire la vitesse qui a pour composante v0 cosinus alpha. On va pas appeler ça alpha parce que ici on a ici donc ça c'est VB et puis 0, d'accord, je le fais juste dans ce cas particulier, ok. Et
Et puis ici, j'ai l'accélération qui vaut 0 plus VB fois T. D'accord, plus une constante qui vaut 0. Et si on a moins 1,5 de GT2, et puis c'est tout, plus une constante. Alors les deux constantes, non, c'est pas accélération, c'est la position, excusez-moi. C'est OM ça. Donc les constantes, on va les prendre à 0. Puisque... Ah non, les constantes, on va pas les prendre à 0. Parce que l'origine, vous allez voir, moi j'aime mieux faire comme ça. On n'est pas obligé de faire comme ça, mais moi j'aime mieux faire comme ça. On va prendre l'origine. On va prendre l'origine ici. D'accord. Les constantes, on va prendre quelque chose qui vaut 0. Mais qui vaut ici H. D'accord. Donc ça nous met simplement la constante ici, donc qui part de petit h. Donc finalement, on a OM qui est égal à, enfin qui n'est pas égal, mais qui s'écrit comme ça. VB fois T. D'accord. Et l'autre il s'écrit moins 1,5 de GT2 plus H. Ok. La vitesse qui? Du coup, il y a les deux. La vitesse et la hauteur. Ouais, tout à fait. Et donc maintenant, de cette équation, je tire que x est égal à VBT, ce qui entraîne que t est égal à x sur VB, ce qui nous entraîne l'équation suivante, que y est égal à moins 1,5 de g fois x carré sur VB carré plus h. D'accord? Est-ce que ces petites manipulations sont claires pour tout le monde ou vous voulez une explication quelque part? Donc là, tout ce que j'ai fait, hein, j'ai écrit ça, j'ai écrit l'équation du mouvement d'une parabole. Donc ça, je pense que vous l'avez vu en cours 50 fois. Ok. Donc ici, j'ai remplacé le x par le t. En faisant ce tour de passe-passe, en écrivant x égale v0t, je sors le t. En fonction du x, je le réinjecte dans l'équation d'en bas et j'obtiens ça. Donc ça n'a pas exactement la forme que vous avez vu peut-être en cours, parce que ici, comme j'ai une vitesse qui dépend que du x, je l'ai directement mis ici. Je ne suis pas occupé de la vitesse en y, j'ai mis que la vitesse en x, et puis ici j'ai écrit ça directement. Donc c'est un peu des raccourcis par rapport à ce que vous avez fait en cours, mais sinon c'est exactement la même chose. Si vous avez des questions... Mais du coup, la situation, elle continue à prendre de la vitesse entre B et C, non? Vu qu'il n'y a pas de frottement. Comment prendre vitesse sur quelle partie? Bah, sur la pente, et puis après la pente, vu qu'il n'y a pas de frottement, ça dépend du poids. Le poids, il est dans quel sens? Quelle direction? Ouais. Donc elle prend pas de vitesse. Alors maintenant, on cherche... Alors quelle est la condition? Pour toucher le sol. C'est la question. La condition pour toucher le sol, dans mon système de coordonnées, hein, faites gaffe, ça peut être différent dans le vôtre. Pour le mien, c'est y égale 0, parce que j'ai mis l'origine ici. D'accord?
Faites gaffe, pour d'autres systèmes de coordonnées, ça peut être y égale moins h si vous avez pris un système de coordonnées ici. Hein. D'accord? Moi, je l'ai pris ici, donc ça me fait y égale 0. Donc y égale 0, ça entraîne que h moins 1 demi de g x au carré sur vb au carré est égal à 0. Alors là, ce qu'on peut faire maintenant, donc là, vous voyez qu'on a une équation sur h. Alors, qu'est-ce que je fais du x maintenant? Il faut que je m'en débarrasse. Comment je fais pour m'en débarrasser du x? Alors déjà, vb carré, je peux b sinus alpha. Ok. Dans ce truc. Donc vous écrivez que h, donc quand vous en êtes là, la suite est assez facile. Parce que vous avez ici, il suffit de remonter à x, la page d'avant. X est égal, si on avait ici, x est égal à vb fois t. Donc vous avez x qui est égal à t sur v0 b. Et v0b, c'est simplement, donc ça devient simplement 2g grand h. Ok? C'est ça la solution de ce truc. Donc finalement, vous avez h, donc cette équation elle devient h moins 1 demi de g, facteur de x carré sur 2g h est égal à 0, puisque je vous rappelle que ce terme est au carré en bas. Okay, ça, c'est tout ce qui nous reste. Donc, à un moment, quand j'ai fait mes équations, j'ai fait passer le 2g h moins h, et pour ça, j'ai mis parce que grand h, c'est grand h, petit h, c'est grand h moins petit h à un moment. D'accord? C'est simplement un petit jeu d'écriture qui fait que j'ai un grand h moins h qui apparaît. Ça, et que j'égalise toutes mes formules, j'obtiens simplement que x carré est égal à 2gh, vecteur de h moins h. Alors d'où vient ce h moins h? Il vient simplement. Et vous voyez que vous avez deux solutions ici, parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on est en train de faire. C'est en fait ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on cherche à maximiser x. D'accord? Et donc à ce moment-là, on trouve comme solution. Alors il manque un facteur 2 quelque part, parce que normalement on trouve comme solution. Là, il y a une solution qui n'est pas du tout relevante, c'est qu'on trouve x égale 0. Donc ça, c'est une solution qui n'est pas physique.
Donc j'ai souvent une solution qui sort dans ce genre de problème. D'accord, x égale 0, elle est complètement aberrante. Et normalement, on doit trouver x égale h sur 2. Enfin, petit h, pardon, on doit trouver un petit h égale h sur 2. Ce qui est la solution physique. C'est-à-dire que vous trouvez qu'il faut que la hauteur de la sortie soit exactement la moitié de la hauteur de l'entrée. Et là, vous trouvez pour maximiser le saut. Voilà. Donc en fait, c'est tout bête, il faut simplement se revenir à la définition d'avance que j'avais oublié. C'est-à-dire quand on l'avait pris en AB sinus alpha, j'avais oublié que c'était égal à H en fait. Comme c'est égal à H, on peut dérouler le calcul après. C'est ça qui m'avait trompé. Voilà. Bon, donc en fait, il n'est pas si compliqué que ça. Donc après les vitesses de libération, alors c'est un truc assez marrant parce que c'est un truc qui vous fait revenir sur les problèmes. Bon, je crois qu'on a déjà fait des problèmes de ce goût-là. Sur les vitesses de libération. C'est simplement le problème de quand on veut lancer un satellite. Un gros satellite, c'est un satellite qui est censé partir en dehors de l'attraction de la Terre. Donc c'est-à-dire partir assez loin. Donc je retrouve mon exercice, c'est le 5-10. 6-10. Non, c'est pas celui-là. Il est où mon truc? C'est le combien déjà? Ordre de grandeur, travail et puissance, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est le 6 combien déjà? 6, 8, 5, 6, 7, 8. Vitesse de libération, voilà, c'est ça. Donc on s'intéresse au mouvement d'une masse M évoluant à l'altitude Z au voisinage de la Terre supposée symétrie sphérique. Si le mouvement reste petit à l'échelle de la Terre, la force à considérer est le poids. Montrer que le poids dérive d'un potentiel noté EPP. Donner l'expression de EPP en fonction de Z. Quel point est pris comme l'origine du potentiel. Donc ils vous disent que si on est près de la Terre, finalement, on peut considérer que le potentiel s'écrit de la façon suivante. Alors ça, c'est une erreur courante, donc faites gaffe quand on parle de satellite, à ne pas commettre cette erreur. Donc j'ai une Terre, boum. Et on a ici un petit bonhomme qui est pas loin de la Terre. Et là, vous savez que dans ce cas-là, on écrit la force en général. On écrit que c'est mgz. D'accord? Altitude. Bon. Et z, c'est l'altitude à partir de c'est essentiellement un truc qui est d'approximation parce que on verra après que si on prend des grands mouvements, ça devient faux. Donc, en fait, le poids à ce moment-là dérive d'un potentiel. Alors, vous pouvez le dériver. Alors, premièrement, le potentiel, il va simplement être un truc qui va ressembler à un demi de mgz carré. C'est tout con, avec un signe moins si on veut. C'est la dérivée en fonction de z. Ça, c'est tout bête. En coordonnées sphériques, les premières coordonnées, c'est des x sur des z. Et vous voyez qu'à ce moment-là, l'origine est prise en 0. Alors, le problème, c'est que pour les grands mouvements, ça devient faux, ce truc-là. Parce que la vraie expression, ça, vous la connaissez, hein, la vraie expression, quand on a, là, on va remettre une petite terre. Voilà, j'ai une petite terre maintenant qui est comme ça. Si je suis très très loin de la Terre, là, je vais prendre un R qui est... Là, je vais prendre un petit r qui est la distance au centre de la Terre. Est-ce que vous connaissez le rayon de la Terre? Ça fait 6500 km. C'est quand même assez grand. Mais dès qu'on va s'éloigner un peu, ça va très vite devenir négligeable. Mais on prend le rayon, le potentiel au centre de la Terre.
Alors, la force de pesanteur, à ce moment-là, elle s'écrit de la façon suivante. Vous en souvenez ou pas du tout, non? J'ai grand M, c'est le poids de mon satellite. Grand M, c'est la masse de la Terre. Sur R carré. Alors, il y a peut-être un epsilon ici qui traîne. Bon. C'est quelque chose de lycée, ça? Hein? C'est au lycée, ça? Ouais. Alors, il y a deux choses à voir là-dedans. Il y a plein de choses dans cette formule amusante. Il y a peut-être un epsilon dénominateur à vérifier sur votre internet. Il y a sûrement une perméabilité du vide là-dedans qui traîne. Plein de choses intéressantes. D'abord, G, c'est un facteur marrant qui vaut 10-11, un 6, 10-11. Il a quelque chose d'intéressant au niveau expérimental, c'est que c'est la constante la moins bien connue du système international. Alors c'est assez intéressant parce qu'il régit toutes les trajectoires des planètes dans l'univers et il est connu à 10-4 près. C'est pas mieux. 10-4, 10-5. Alors toutes les autres constantes sont connues à 10-10, 10-11, des fois mieux que ça. Celle-ci, elle est connue qu'à 10-1, 10-4, donc c'est voilà. Alors pourquoi? Parce que c'est des trucs difficiles à mesurer, il faut trouver des manips vachement subtiles et on les connaît pas bien. Deuxième chose, vous voyez qu'en fait, pourquoi les petites elles marchent bien, c'est parce que vous avez une masse de la Terre tellement grande qu'en fait, vous pouvez englober ça dans un paramètre, ça vous donne MGZ à la fin. D'accord, quand vous êtes près de la Terre. Mais ce qui est important, c'est ce truc-là, parce que le truc de Newton, c'est ça, c'est de trouver que vous avez des dépendances en 1 sur R carré. Et les dépendances de 1 sur R carré, c'est très important parce que ça vous donne les lois de Kepler, qui elles sont au programme de lycée, je pense, qui vous disent que quand vous êtes sur des mouvements en 1 sur R carré, vous ne pouvez avoir que des mouvements en 1 sur R carré, vous ne pouvez avoir que ce qu'on appelle des coniques comme mouvements, c'est-à-dire des ellipses, des paraboles, des hyperboles. D'accord. Et vous savez que le mouvement des planètes sont des... Alors, vous en avez quand vous loupez, quand ça n'arrive pas à se mettre en orbite, c'est des hyperboles et les trucs se barrent, si vous voulez. Mais en général, toutes celles qu'on connaît qui sont stables sur leur orbite, c'est les orbites qui sont des ellipses. D'accord. Alors en fait, c'est rarement des ellipses complètes parce qu'avec le temps, les ellipses deviennent des cercles. Donc c'est pour ça que dans le système solaire, c'est à peu près tous des cercles, sauf pour Mercure qui a une trajectoire un petit peu plus elliptique. Mais sinon, les autres sont transformés en cercles. Alors pourquoi? Parce que c'est à peu près ça optimise au niveau énergétique, c'est avantageux d'avoir des cercles. Donc les orbites se circularisent au bout d'un certain temps. Et puis pour la petite histoire, les planètes arrêtent de tourner pour des raisons de friction interne, si vous voulez, elles arrêtent de tourner, c'est pour ça que la Lune ne tourne plus. Alors elle nous présente toujours sa même face, c'est parce que le rotationnel est devenu nul. Parce que ça, voilà. Et la Terre aussi arrête de tourner. Il y a 4-5 ans, ils ont rajouté une seconde au calendrier de la Terre pour tenir compte du ralentissement de la Terre. Voilà. D'ailleurs, je vous ai trompé parce que justement, je suis allé un peu trop en avance, excusez-moi. La force, elle est 1 sur R. D'accord. Non, la force, c'est 1 sur R carré. Et le potentiel, lui, qui en découle, le potentiel, lui, il est en Gm, petit m, divisé par R. Donc, vous voyez, si vous dérivez un potentiel 1 sur R, vous obtenez bien une force qui est 1 sur R carré. D'accord. Sauf que cette fois-ci, la référence de potentiel, vous avez V et V est égal à 0 pour R tendant vers l'infini. Bon, alors, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment tout ça varie avec la distance, l'altitude, etc. Alors là, il y a une différence fondamentale entre les deux, parce que vous avez ici, en fonction de R ou de Z, si vous voulez,
Alors, quand vous avez MGZ, ben MGZ, c'est un truc qui est linéaire, qui croît comme ça, avec une pente qui vaut MG. D'accord? Ça, c'est la pente de EP égale MGZ. Alors, l'autre pente, on vous dit que la potentielle est pris 0 à l'infini et que c'est en 1 sur R. Donc vous avez ici un truc qui fait comme ça. Un truc qui est 1 sur R. Donc, comme on vous dit en TP, vous mettez les axes. Et si vous n'avez pas l'unité, vous mettrez unité arbitraire. Voilà. Mais vous ne laissez pas les axes sans les jambes. Hein, les Oh, ça marche comment? Faites voir ce qu'il vous a dit. Et vous avez parlé du travail élémentaire pour l'énergie potentielle. Ah, vous voulez dire pourquoi ça dérive d'un potentiel et tout le bordel? Les forces conservatives et tout ça. Ça, c'est le bordel. Comme vous dites, c'est le bordel. Ah, vous voulez que je vous explique ce que c'est qu'une force conservative ou pas conservative? Bon. Allez, devant votre entrain, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une force conservative ou pas conservative. Hop là, pardon. Bon, allez, alors, petit quart d'heure sur les forces conservatives. Alors, globalement, c'est la merde, comme il dit, parce que c'est assez mathématique. En gros, je vais vous le dire avec des mots simples, mais qui ne plairaient pas aux profs, parce que ce n'est pas des mots évolués. Si vous allez d'un point A à un point B, vous calculez le travail de A à B, vous dites c'est l'intégrale de F à B. D'accord? Si maintenant je prends la même force, mais je la fais passer par là, et je calcule W' à B. Si j'ai W est égal à W', je dis que c'est une force conservative. C'est tout con. Hein. Exemple de force conservative, le poids. Si je fais tomber par là, ou si je fais un chemin comme ça, c'est conservatif. Parce que le poids, il dépend de n'importe où. Par contre, les frottements, c'est pas conservatif, parce que là, ça frotte pendant ça, puis là, ça frotte pendant une demi-heure, puis là, ça frotte pendant un jour et demi quand j'arrive là. D'accord? Donc là, c'est pas conservatif. Parce que ça dépend violemment du chemin dans lequel je passe. Donc c'est pas conservatif. D'accord? Donc il faut bien comprendre ça, conservatif, pas conservatif. Une fois qu'on a fait ça, donc ça vous avez compris. Alors maintenant c'est là qu'on se lance dans les ennuis. Parce que qu'est-ce qu'une force conservative? Qu'est-ce qu'une force pas conservative quand on veut faire des maths? C'est là que ça devient ennuyeux. Parce qu'une force conservative, on peut montrer qu'elle dérive d'un potentiel. Alors en gros, est-ce que vous êtes capable de trouver une fonction mathématique dont la dérivée me donne la force? Hein? Et ça dépend de la tête de votre force. Là, par exemple, on a une force qui est G grand M petit m sur R. Il faut trouver une primitive de ça. Bah, c'est G grand M petit m sur R carré. Là, ça marche, par exemple. Alors, le problème, c'est comme c'est un vecteur, il y a 3 directions de l'espace. Bon, là, on fait les trucs isotropes. Celle-là, elle marche. Il y a des cas où ça ne marche pas. La force de frottement, vous n'arrivez pas à trouver ça. Parce qu'elle dépend de l'endroit où vous passez. Donc vous n'arriverez pas à trouver une force comme ça. C'est pour ça qu'il nous demandait de faire l'exercice 1 qui, à mon avis, est trop mathématique, qui n'a pas grand intérêt. Mais en gros, c'est ça l'idée. Force conservative, ça ne dépend pas du chemin. Alors, en gros, à votre niveau, il faut vous souvenir que les forces conservatives, c'est le poids, machin. Non conservatif, c'est les frottements. En gros, il y en a d'autres, mais à votre niveau, c'est ça, c'est les frottements. En gros, si ça dépend du trajet que je suis,
c'est pas conservatif. Voilà, c'est ce qu'il y a à retenir. Et un truc conservatif, effectivement, vous pouvez trouver un potentiel qui le définit. Alors ça sera vrai pour la gravité, pour le champ électrique. Enfin, si le champ électrique, le potentiel, vous le connaissez, le potentiel électrique. C'est la même chose que pour que ce qu'on fait là, ça s'appelle V, c'est E2 sur R et puis E2 sur R2. Hein. C'est ça pour le champ électrique. Puis, je sais pas, il n'y en a pas beaucoup hein, pour vous. Essentiellement, non conservatif, c'est les frottements. Et alors, non conservatif, eh ben, vous avez, pour aller du point A au point B, vous avez la différence d'énergie potentielle moins les frottements. C'est ce qu'on disait. Vous avez un bout qui se barre, quoi. D'accord, donc il faut avoir beaucoup de bon sens avec ça. Alors après, mathématiquement, c'est vrai que ça vous donne des choses horribles comme ça, hein, si vous l'attaquez mathématiquement. Simplement avec les mains, c'est ça, hein, c'est ce que je dépends du chemin que je suis ou pas, quoi. C'est tout bête. Hein. C'est rien de sorcier, quoi. Après, il y a des gens qui aiment bien le faire mathématiquement, parce que voilà, c'est comme ça, quoi. Globalement, c'est ça, quoi. Donc là, par exemple, j'ai des forces, vous voyez, qui sont Mg. Merde. Mg, c'est ce qui va vous donner, c'est ce qui vous donnera l'énergie potentielle. Ça dépend pas du chemin suivi, ça dépend que de la distance r. Comme ça dépend, le r, quel que soit où je m'en vais, c'est r, quoi. Là, c'est pareil, ça dépend que de r. Donc que je monte en escalier ou que je monte tout droit, ça dépendra que de r. D'accord. Par contre, je peux imaginer une force qui va dépendre de si je monte en escalier, si je monte comme ça. Là, ça ne serait pas conservatif. D'accord. Là, comme ça dépend que de R, c'est que des forces conservatives. La pesanteur, c'est une force complètement conservative. Okay. Et on nous dit... voilà. Donc, discuter en fonction de l'énergie si son mouvement est libre ou lié. Ouais, alors... Mouvement libre ou mouvement lié, c'est là que c'est compliqué à comprendre. Un mouvement lié, en gros, vous avez votre potentiel, une particule qui est dans un trou. Si elle veut s'échapper de ce trou, il faut qu'elle ait assez d'énergie potentielle pour la céder au trou, à l'extérieur, pour passer par-dessus le trou. Si elle n'en a pas assez, elle va arriver là et elle va retomber dans le trou. Donc en gros, si je veux une particule ici, ça c'est facile parce qu'elle est sur la pente. Donc non seulement elle va descendre, mais elle va acquérir de l'énergie. D'accord? Donc ça c'est facile. Donc ça c'est un mouvement libre. Donc ça c'est un brave mouvement libre. Autrement dit, je le mets sur un bord d'un bol, il dégringole. Par contre, lui, il a de l'énergie, il va en perdre, il va en perdre, il va en perdre, il va en perdre. Hein, et un jour, il va retourner dans l'autre sens, forcément. Là, il n'a pas le choix. À un moment, il va perdre toute son énergie. Quand il aura tout perdu, il repart dans l'autre sens. D'accord? Donc ça ne pourra pas marcher. Alors, vous en avez des exemples qui sont plus parlants dans l'exercice. C'est vous imaginez une bille sur les trucs à vagues. Là, je faisais ça quand vous étiez petit. Si vous n'avez pas assez d'énergie, la bille, elle passe pas. Si vous en avez assez, elle passe le premier. Puis si le deuxième est plus gros, elle passe pas le deuxième. Donc, imaginez une bille dans un paysage de potentiel. Ça marche très bien. Ça fait ça. D'accord. Par exemple, regardez le problème d'ITER, par exemple, c'est ça qu'ils ont comme problème à ITER, c'est que pour allumer le plasma, il faut passer une grosse montagne. Une fois qu'on a passé la grosse montagne, ça va. Mais ils n'arrivent pas à passer la grosse montagne pour l'instant. Donc ça, c'est emmerdant, il faudrait qu'ils confinent plus pour l'allumer. Et pour l'instant, ils ne savent pas l'allumer. Donc, en déduire la masse initiale à communiquer à la masse m depuis la surface de la Terre pour que celle-ci échappe à l'attraction terrestre. Alors ça, c'est pas très compliqué, c'est parce que vous avez... Là, un satellite de masse m il a une énergie potentielle qui vaut mgh, où h c'est la surface de la Terre, d'accord? Donc il a une énergie potentielle qui vaut G grand M petit m sur H. D'accord? Et s'il veut s'échapper, il faut lui donner l'énergie. Une énergie
1,5 de MV2. Ah putain, j'ai de plus en plus mal. Est égal à EP. D'accord? Je lui donne EP comme énergie, il va arriver à franchir la barrière. D'accord? Donc à ce moment-là, j'écris simplement que V est égal à 2 EP sur M. Ok? Donc c'est tout bête. Alors par contre, il faut la taille du soleil, etc. Donc je vous laisserai faire le calcul chez vous. Vous trouvez une vitesse de alors, attention, M. Alors, là j'ai écrit une bêtise parce que le M qui reste ici, c'est le grand M. Parce que les petits M vont simplifier, c'est le grand M qui reste. Vous trouvez 11 km par seconde. D'accord? C'est le grand M qui reste, donc ça ne dépend pas de la masse du satellite. Et ça, c'est assez énorme. D'accord? Alors, c'est pour ça que les satellites sont lancés depuis la base de Kourou. Parce que quand vous êtes près du pôle, vous grattez un peu vous grattez 1 ou 2%, vous grattez pas énormément, mais c'est tellement énorme la vitesse qu'il faut leur donner que c'est toujours ça de prix. Vous n'avez aucune base qui sont dans le pôle Nord. C'est pour ça qu'elles sont toujours à Kourou, à Houston, dans le lac Baïkal, vous faites toujours le plus près du pôle Nord. Alors Kourou, c'est bien parce qu'on est pile sur l'équateur. Donc c'est assez intéressant pour ça. Et donc il gagne 1 ou 2%, vous calculez la vitesse de rotation de la Terre par rapport à 11 km par seconde, vous grattez quelques pourcents. Ce qui est déjà pas mal. Alors si vous le traduisez 11 km par seconde en km/h, ben, on peut calculer. Hein, donc il faut multiplier par 11, ben, ça fait 11 km. 11 exposant 3, c'est ça, par seconde. Par seconde, il y a 3600 secondes. Non, c'est pas possible. Non. Ça fait 11 km par seconde. Et dans une heure, il y a 3600 secondes, non? C'est ça? C'est pas possible, peut-être. Il y a un gars quelque part. Ah non, mais c'est déjà 11. Excusez-moi. Oui, c'est déjà en kilomètres. Ça fait 39 000 km/h. Surtout pour une fusée, c'est pas léger une fusée, c'est gros. Donc c'est pour ça que les réservoirs que vous voyez, ils sont pas là pour rien. Il faut la pousser au cul un peu pour qu'elle décolle. Donc, ceci dit, la plupart des fusées sont pas censées sortir de l'orbite. La plupart, elles posent des trucs en orbite basse. Là, c'est vraiment pour s'extraire de l'orbite que vous voulez ça. La plupart du temps, vous êtes en orbite basse. Puis en plus, quand vous êtes dans l'espace, après, vous n'utilisez plus le carburant. Vous faites sur les... Ça continue tout seul. Voilà, je vous remercie. Je mettrai ça en vidéo donc pour votre camarade le plus tôt possible.